Monsieur Antoine, je suis à l'initiative de ce projet. Je suis très très heureux d'accueillir les élèves dans l'hémicycle de Dinan Aglo. L'année dernière, je suis passé et puis j'ai vu ce magnifique hémicycle et je me suis dit que ce serait vraiment une initiative super sympa de faire rencontrer les élèves avec une collectivité territoriale qui a autant d'importance pour eux et pour leur vie de tous les jours. Bonjour Monsieur le Président. Alors, nous allons commencer sur le fonctionnement de Dinan Aglo. Je vais être le premier à vous poser ma question. Après, je dirai le prénom de chaque élève qui va poser sa question et vous pourrez y répondre. Alors, pourrez-vous vous présenter et présenter l'Aglo? Hop, j'invite Anna, de seconde AEPA. Bonjour, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale? J'invite Florina. Bonjour, comment le territoire de la communauté d'Aglo est-il défini? Quelles communes en font partie? Cléa, seconde AEPA. Bonjour, quelle est l'histoire de Dinan Agglomération? Robin. Bonjour, quelles sont les compétences de domaine de Dinan Agglomération? Jules. Bonjour, comment devient-on conseiller communautaire et quelle est la durée d'un mandat? Merci. Et je vous pose la dernière sur ce sujet. L'élection des élus au suffrage indirect des membres n'est-il pas un problème lors de la décision entraînant de grosses dépenses ou engages à la vie locale pour longtemps? Délégation de services publics. Monsieur le Président, c'est à vous. Eh bien, merci de m'accueillir chez moi, mais c'est aussi chez vous. Déjà c'est très impressionnant de voir. Et j'ai remarqué une chose, la vraie différence avec mes collègues, c'est quand les gens vous avez applaudi. Et non pas que je demande ça à chaque fois, mais c'est la première fois, je crois, les collègues, on n'a pas cette habitude-là. Donc j'étais assez surpris. Vous remercier déjà de votre venue et de votre démarche. On va évoquer la Dinan Agglomération, on va évoquer les collectivités, j'ai vu les sujets sur lesquels vous voulez qu'on échange. Mais déjà, vous dire que je trouve la démarche pour des jeunes de votre âge particulièrement intéressante et particulièrement importante. Sans doute pas tous 18 ans, même peut-être presque aucun de 18 ans, ou en tout cas vous tournez autour, vous allez donc voter dans quelques années. Et au-delà même du vote, vous allez participer à la vie de votre lycée, de vos communes, peut-être de votre région, et finalement vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Moi, je trouve que c'est une démarche qui est très bonne. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité accepter le rendez-vous, parce que des temps d'échange comme ceux-ci, finalement, ils sont aussi enrichissants pour vous, finalement, que pour nous. Alors, je vais m'astreindre à répondre à vos questions, je vais faire l'effort de les préparer. Alors, me présenter, écoutez, je m'appelle Arnaud Lécuyer, j'ai 37 ans, et je suis donc président de Dinan Agglomération. Je suis également maire de Saint-Potent. Alors Saint-Potent, je ne sais pas si vous savez où c'est la plus belle commune de Dinan Agglomération. Pas de rire, hein. C'est au nord de l'agglomération, donc c'est à côté de Matignon, Saint-Camille-d'Eau, Saint-Lambert. C'est tout au nord de l'agglomération. Et je suis par ailleurs vice-président de la région Bretagne. Alors la région Bretagne, vous devez la connaître puisque vous êtes au lycée. Et les lycées sont entretenus, gérés par la région Bretagne. Ce que vous mangez tous les midis au SELF, ce sont des agents de la région Bretagne et, qui font, je crois, un bon boulot, notamment à la Fontaine des Eaux. Voilà, donc j'ai effectivement 3 casquettes. Alors, certains diront que c'est trop, d'autres beaucoup, on pourrait d'ailleurs en échanger, mais en tout cas, ce sont des missions qui sont passionnantes. Et je suis élu, moi, depuis 2008. Voilà. Je suis élu depuis 2008 sur ce territoire. Alors, vous m'avez demandé présenter donc la collectivité sur Dinan Agglomération, donc 65 communes. Donc on va en gros du Cap Fréhel, Plévenon, Sable d'Or, jusqu'au sud, le secteur de Cosne, Saint-Jean-de-Lille, jusque Plouane, et de l'ouest en est, de Bron, secteur de Bron, jusque Pleudihen-sur-Rance. Voilà, donc ça fait 65 communes et ça fait 1000 km². Je ne sais pas si ça va forcément vous parler, les 1000 km². Et on a 105 000 habitants, donc je crois que c'est plus que le département de la Lozère. Voilà. Donc il y a des départements qui sont moins peuplés que Dinan Agglomération. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Voilà. Nous sommes ici dans l'hémicycle, donc là vous l'occupez bien et pleinement.
vous êtes à peu près aussi nombreux que le nombre de délégués communautaires. Donc on a 97 délégués communautaires sur Dinan Agglomération, ce qui représente les 65 communes. Donc chaque commune elle est représentée par au moins un délégué. Et selon la population, on peut aller jusqu'à 2, 3, et je crois que c'est la ville de Dinan qui en a le plus, qui a 12 délégués. Que vous dire d'autre autrement ici, donc, siègent l'exécutif. Donc l'exécutif, ce sont quoi? Ce sont des délégués communautaires qui ont été élus par leur père pour être des vice-présidents, vice-présidentes, et moi-même président. Donc nous sommes 16 en tout, donc un président moi-même et 15 collègues vice-présidents, vice-présidentes, qui s'occupent des thématiques qu'on va évoquer tout au long de la matinée. Pour faire tourner une boutique comme Dinan Agglomération, il faut un président, des vice-présidents, vice-présidentes, mais il faut aussi surtout des agents de la fonction publique, des fonctionnaires, et nous avons 550 agents. 550 agents pour exercer l'ensemble des missions de Dinan Agglomération. Et juste un mot sur le budget. Le budget de Dinan Agglomération, c'est 150 millions d'euros. Alors retenez que pour chaque habitant de Dinan Agglomération, on va dépenser 1500 euros. Ça va être un peu plus simple. Voilà. On ne donne pas un chèque de 1500 euros, mais c'est l'équivalent de la dépense publique. Tout ce qu'on va dépenser au cours d'une année pour tous les services, c'est comme si on donnait 1500 euros, on faisait une dépense de 1500 euros par habitant de Dinan Agglomération, des plus jeunes aux plus anciens. Alors, on va entrer dans le vif peut-être des questions. Vous m'avez posé la question de qu'est-ce qu'une collectivité territoriale. Alors, déjà, Dinan Agglomération, désolé de vous décevoir, n'est pas une collectivité territoriale. Il y a 3 niveaux de collectivité territoriale. Il y a la commune, il y a le département et il y a la région. Ça, ce sont les 3 niveaux et ils sont inscrits dans la Constitution française, Constitution de 1958, et qui a posé ces 3 niveaux de collectivité. Et Dinan Agglomération, c'est une organisation à part, c'est ce qu'on appelle un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Et pour faire beaucoup plus simple, ce sont les communes qui décident de travailler entre elles et de se regrouper pour travailler sur des sujets comme les déchets, le développement économique, le tourisme, la petite enfance, tous les sujets qu'on va évoquer tout au long de la matinée. Donc Dinan Agglomération, formellement, nous ne sommes pas une collectivité territoriale, ça y ressemble à beaucoup de points de vue, mais on est un établissement public de coopération intercommunale avec des modes d'élection qui nous sont propres par rapport aux communes, aux départements et aux régions qui sont sur ce qu'on appelle le suffrage universel direct, c'est-à-dire que les électrices et les électeurs votent directement pour leur équipe municipale, leur conseil municipal, leurs élus départementaux ou leurs élus régionaux. Nous sommes désignés de façon pas complètement indirecte, mais c'est une élection de 2e niveau. C'est-à-dire que lorsque vous voterez aux élections municipales, alors selon la taille de votre commune, vous aurez des élus de votre conseil municipal qui siégeront au sein de Dinan Agglomération. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur qu'est-ce qu'une collectivité territoriale. N'hésitez pas à me relancer s'il y a eu des... Voilà, s'il y a des... C'était vous, je crois, la première question sur la collectivité. Si je ne réponds pas à vos questions, n'hésitez pas à me relancer s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. La question, c'était ensuite sur comment est-ce qu'on définit le territoire de Dinan Agglomération. J'y ai un peu répondu, c'est finalement ce sont des communes qui décident de travailler ensemble. Les communes, elles ont choisi, par histoire, parce qu'elles sont en proximité, de travailler. Alors, pour certaines, ça a commencé peut-être dans les années 50, 60, 1950, 1960, et puis progressivement, voilà, leur territoire s'est agrandi. Et Dinan Agglomération, ça va être la suite de la question. L'histoire de Dinan Agglomération, nous sommes une jeune agglomération, puisqu'on a débuté le 1er janvier 2017. Oui, donc on est relativement jeune pour notre intercommunalité. Et c'est un territoire, vous l'avez vu, 65 communes, c'est un territoire qui est très grand. Je ne sais pas s'il y a une carte, vous avez pu voir une carte du territoire, mais c'est quand même un territoire qui est très grand, et qui s'est constitué à partir de 6 intercommunalités. Donc il y avait 6 intercommunalités avant,
Et ces intercommunalités, les élus, ont décidé, on s'est dit, bon, on va travailler ensemble. Un, parce que la loi, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, qui a été votée en 2015 et qui a dit, pour avoir maintenant une intercommunalité, il va falloir avoir un nombre d'habitants minimum. Et donc, toutes les communes ou collectivités qui n'ont pas ce nombre d'habitants doivent se regrouper. Donc, c'était le cas pour une partie de notre territoire. Et on a dû travailler à un regroupement. Et les élus du territoire de Dinan, enfin ce qu'on appelait le pays de Dinan, qui est une structure un petit peu qui fédérait les communes et les intercommunalités, se sont regroupés. Et donc, on est passé de 6 intercommunalités en 2015-2016 à une seule en 2017. Donc voilà l'histoire de Dinan Agglomération. Et ça a demandé beaucoup de travail pour les élus évidemment, beaucoup de travail pour les agents. C'est comme si on regroupait toutes 6 classes différentes avec des matières, avec des spécialités complètement différentes. On dit vous devez maintenant travailler tous ensemble sur un seul et même programme. Vous imaginez que ce serait sans doute un petit peu compliqué. C'est un petit peu ce qu'on a fait nous au sein de Dinan Agglomération, des gens qui venaient de territoires complètement différents, tout au nord, secteur maritime, tout au sud, secteur plus rural. Dinan, la ville de Dinan qui aujourd'hui fait environ 15 000 habitants, des problématiques qui sont différentes, des territoires qui sont différents. Et ben on nous a demandé, on a travaillé en tout cas à cette intercommunalité pour faire en sorte qu'elle ait une cohérence et que sur ce territoire de Dinan Agglomération, finalement, la différence soit plutôt une chance et que cette diversité, elle serve aussi la force de notre territoire. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc voilà pour la question de l'histoire de Dinan Agglomération. On va poser la question aussi des domaines de compétences. Alors, les compétences de Dinan Agglomération, elles sont relativement vastes, mais elles sont encadrées. Vous avez des compétences qui sont obligatoires, d'autres qui sont optionnelles et d'autres facultatives. Vous ferez la grâce de vous distinguer les unes des autres, mais vous dire que globalement les intercommunalités, Dinan Agglomération n'y échappe pas, elles travaillent beaucoup autour du développement économique. C'est un peu la compétence qui est un peu à la base, en se disant que le développement économique, c'est quoi? C'est accueillir de nouvelles entreprises, favoriser leur développement, travailler sur les questions de l'emploi, en se disant qu'à l'échelle d'une commune, ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop d'intérêt, et puis surtout, on n'a pas forcément une capacité à faire. Et donc, les intercommunalités, la base, c'est quand même de travailler autour de ce développement économique, du tourisme. On travaille aussi beaucoup autour de l'urbanisme et l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est, vous prenez un territoire comme celui de Dinan Agglomération, je dis 1000 km², 65 communes, des communes plus importantes comme Dinan en termes de nombre d'habitants, d'autres beaucoup plus petites. Et comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble sur ce territoire? Comment est-ce qu'on fait pour accueillir des habitants, accueillir des entreprises, avoir des services publics? Les services publics, c'est quoi? C'est des lycées, des collèges, des écoles, ça peut être des bureaux de poste, des services des impôts, ça peut être plein de services à la population. Et comment est-ce qu'on organise? L'aménagement du territoire, c'est l'organisation de ces services, l'organisation des fonctions, donc d'habitat, les fonctions de mobilité, les routes tout simplement, comment est-ce qu'on se déplace sur ce territoire. Et donc, l'aménagement du territoire, c'est tout ça. C'est l'organisation du territoire et faire en sorte que il y a toutes ces fonctions qu'on attend sur un territoire. Quand vous vivez sur un territoire, vous dites moi je veux accès aux services publics, mais je veux aussi des routes. Mais j'aimerais bien aussi avoir des entreprises pour avoir de l'emploi, et puis il faut bien qu'on se loge. Donc tout ça, toutes ces choses mises bout à bout, ça fait l'aménagement du territoire. Et on a besoin d'avoir des documents qui puissent organiser, donner ce qu'on appelle un fil conducteur, une vision d'un territoire. Qu'est-ce qu'on fait sur ce territoire-là? Comment on le fait? Ça, c'est l'aménagement du territoire, c'est une des grosses responsabilités aujourd'hui de Dinan Agglomération. Donc, en lien avec cet aménagement du territoire, on va travailler aussi sur l'habitat, le logement, et faire en sorte notamment que, en tout cas c'est l'ambition qu'on porte sur Dinan Agglomération, que chacun puisse avoir la capacité à se loger sur le territoire de Dinan Agglomération. Alors vous avez peut-être, si vous ouvrez le journal, d'écouter la radio, regarder la télé, ou tout simplement de discuter, vous savez qu'aujourd'hui la question du logement, c'est sans doute une des questions les plus prioritaires en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grosse pression.
sur le logement, on est sur un territoire nous ici qui est très attractif, très touristique. Donc on attire beaucoup de touristes. Il y a le phénomène qui se développe beaucoup du Airbnb. On le fréquente, on en fait tous un peu. C'est-à-dire quand on part en vacances, voilà, on loue des logements chez des particuliers ou des logements qui sont réservés à cette fonctionnalité. Mais tous ces logements-là qui sont dédiés uniquement à de la location de ce qu'on appelle de courte durée, c'est autant de logements en moins pour les gens d'ici. Et ça, c'est une difficulté que l'on a parce que nous, on est sur un territoire attractif. On continue d'attirer des habitants. En gros, le territoire chez nous, il gagne 1% d'habitants chaque année, environ. On fait plus 1%. Donc c'est autour de 500, entre 800 et 1000 habitants. Voilà. C'est vraiment le gros maximum sur ce territoire-là. Donc c'est ça, c'est autour de, je pense que c'est un peu moins d'1%, mais autour de 800-900 habitants chaque année en plus sur le territoire. Donc on accueille de la population, et cette population-là, il faut arriver à la loger. Donc on a cette difficulté d'être un territoire très attractif au niveau touristique, un territoire où les gens veulent aussi venir travailler. On a un des taux de chômage les plus bas de Bretagne ici, donc on est autour de 6% du taux de chômage, donc c'est déjà très très faible. Donc on a une forme de pression ici sur ce territoire. Puis vous avez sans doute, je pense que comme tout le monde, des Français, vous consommez aussi, vous voyez que les prix, l'inflation, ça augmente. Voilà, il y a une forme d'inflation, donc les prix sur la consommation, voilà, si vous allez faire des courses, faire quelques achats, vous allez sans doute constater qu'il y avait une inflation relativement forte. Et écoutez, quand vous faites construire une maison, vous avez besoin de matériaux pour faire construire cette maison, et ces matériaux-là, ils ont augmenté, ce qui fait que ça augmente le coût de votre maison. Et dans le même temps, vous avez des soucis sur les prêts bancaires. Aujourd'hui, les prêts bancaires, quand vous empruntez, la banque, elle veut bien vous prêter, mais il y a ce qu'on appelle un taux d'intérêt, c'est-à-dire c'est la banque qui se rémunère. Elle dit, moi je vous prête de l'argent, mais je ne peux pas le faire gratuitement, c'est logique, donc je prends un petit pourcentage, et donc je me rémunère là-dessus. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué que ça, je vous rassure, mais ces taux d'intérêt-là, ils ont sérieusement augmenté. Aujourd'hui, on est entre 4 et 5%. Et donc, plus le taux d'intérêt augmente, plus vous avez aussi des difficultés pour les uns et les autres à se loger. Ce qui nous pose donc une difficulté, c'est une pression donc, sur le logement aujourd'hui, ici sur Dinan Agglomération, pour faire en sorte que chacun puisse ait la capacité de se loger. Nous, on investit beaucoup sur le logement locatif social, Dinan Agglomération. Vous êtes bailleur, on a un bailleur social, peut-être vous connaissez, qui s'appelle Neotoa. C'est en gros faire en sorte que chacun, quelle que soit sa situation, notamment économique, ses revenus, puisse avoir accès à un logement. On part du principe que le logement, c'est une question de dignité humaine. C'est une question aussi pour avoir, voilà, pour le bien vivre, pour avoir accès aussi demain à un emploi. Et donc notre travail à nous, Dinan Agglomération, c'est de faire en sorte qu'on puisse produire aussi du logement social. Alors le logement social, tout le monde s'en fait un peu un monde en disant, c'est toujours, c'est pour les pauvres, c'est pour des gens vraiment dans la misère, pas du tout. 7 personnes sur 10 sur le territoire de Dinan Agglomération pourraient avoir accès à un logement social. Donc le logement social, c'est l'inverse, c'est le logement pour tout le monde, ou presque. Prenez 10 personnes dans Dinan Agglomération, il y en a 7 qui peuvent, pour des questions notamment de plafond de revenus, avoir accès à un logement social. C'est-à-dire que si nous avions suffisamment de logements sociaux, de logements locatifs sur le territoire de Dinan Agglomération, il y a 70% de la population qui pourrait y avoir accès. Donc c'est-à-dire que parmi vous, les revenus de vos parents, alors vous êtes peut-être pour certains, vous avez dans le logement, vous êtes dans des logements locatifs sociaux, d'autres dans les logements locatifs, ou d'autres, vos parents sont propriétaires de leur logement. Mais il y a 7 personnes sur 10 qui peuvent avoir accès à un logement social. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'intégrer. Donc c'est vraiment le logement pour tous. Et pourquoi nous, on essaye d'en produire? Parce que c'est un logement qui est accessible. C'est-à-dire que quand vous êtes en logement locatif social, vous avez un loyer qui est quand même beaucoup moins cher. Et ça, c'est important. Et ça, c'est aussi une aide pour vivre au quotidien. Et tout l'argent que vous ne mettez pas dans le logement, vous pouvez le mettre pour faire vos courses, pour avoir aussi des loisirs, pour vous déplacer.
Et ça, c'est quelque chose pour l'éducation de vos enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et c'est un des boulots d'une agglomération, c'est d'aller faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de logements. Je me suis étendu sur ces questions de logement. On a aussi ensuite tout le volet des compétences liées autour des grandes questions de l'environnement. Alors, grande question de l'environnement, c'est quoi? C'est l'eau potable, tout simplement. Faire en sorte que lorsque vous tournez le robinet, vous puissiez avoir de l'eau qui coule. Voilà, lorsque vous allez cuisiner, lorsque vous êtes sous la douche. Ça, c'est un des boulots tout simples d'une agglomération, tout simple, entre guillemets. C'est de faire en sorte que vous ne manquiez pas d'eau potable tous les jours. Alors pour vous, pour nous, c'est un geste tout simple. Hein. Quand on tourne le robinet, on ne se pose pas trop de questions pour peu que ça vienne, quoi. Et comme 99,99% des cas, lorsque vous tournez le robinet, il y a de l'eau, personne ne se pose la question. Et pourtant, c'est une grosse performance, et parce que il faut produire l'eau potable, il faut l'acheminer jusque dans les gros tuyaux, il faut l'acheminer jusque des plus petits tuyaux qui ensuite vont jusqu'à chacune de vos maisons. Et croyez bien que ça, c'est quelque chose, ce sont des milliers de kilomètres de réseau, de tuyaux. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite, ou le moins possible. Il faut que l'eau soit de qualité, c'est-à-dire que vous puissiez cuisiner, puissiez la boire. Il faut que vous puissiez prendre votre douche sans que vous soyez en train de faire une analyse chez vous. Ça, c'est un travail que l'on fait, nous, Dinan Agglomération, et on est ce qu'on appelle producteur et distributeur d'eau potable. Donc, l'eau que vous buvez, l'eau que vous consommez si vous habitez sur le territoire de Dinan Agglomération, il y a de grandes chances qu'elle vienne de chez nous. Donc, ça vient de barrages, ça vient d'un certain nombre de barrages d'eau potable. Alors, vous en avez des très très grands à Plévin, voilà, le barrage de la Villate. Vous avez des barrages sur Le Hinglé, sur Bobital, des grandes retenues d'eau potable, et c'est à partir de là où on va faire de la production d'eau potable. L'eau potable, une fois que vous l'avez consommée, vous avez tiré la chasse d'eau, vous avez pris votre douche, vous avez lavé vos légumes, elle part d'un endroit qui s'appelle l'assainissement. Et c'est aussi le travail de Dinan Agglomération. Alors, ceux qui sont en ville et raccordés à ce qu'on appelle de l'assainissement collectif, c'est la collectivité qui va récupérer les eaux grises, on va les récupérer et on va ce qu'on appelle les traiter. Donc avec des stations, vous avez des stations de production d'eau potable et vous avez des stations qui vont traiter les eaux usées. Et ça, c'est le boulot de Dinan Agglomération. Et pour une partie des gens, vous habitez comme moi, j'habite en campagne, j'ai pas de réseau qui vient chez moi récupérer les eaux usées, donc j'ai ce qu'on appelle un assainissement non collectif, c'est-à-dire que dans mon jardin, et c'est peut-être le cas, j'imagine, pour une bonne partie de chez vous, vous avez dans votre jardin une station individuelle d'assainissement non collectif qui va retraiter votre eau avec de l'infiltration dans le sol. Et un du travail de Dinan Agglomération, c'est d'aller faire en sorte que toutes ces installations-là, elles soient conformes aux règles environnementales. Pourquoi? Pour une chose tout à fait simple, c'est pour ne pas polluer ensuite ni les sols, ni l'eau des rivières. Parce que vous savez que l'eau, une fois qu'elle est traitée, les eaux usées, une fois que c'est traité, ça repart dans la rivière qui est au plus près de chez vous. Donc, il y a quand même une notion de respect environnemental dans toutes ces missions pour Dinan Agglomération. L'autre grand sujet environnemental, ce sont les déchets. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le sujet. Les déchets, Dinan Agglomération, nous assurons la collecte de vos déchets et ensuite le traitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La collecte, c'est vous avez aux poubelles grises, bacs jaunes pour certains, colonnes de tri sélectif pour d'autres, vous avez accès aux déchetteries. Donc ça s'appelle la collecte. Ça, c'est une mission. Vous avez les déchets, vous les posez devant chez vous, vous allez les mettre dans du tri sélectif, vous allez à la déchetterie, vous, ça c'est votre boulot à vous. Et nous, on récupère. On fait donc la collecte de vos déchets, et ensuite on va les traiter. On les collecte, donc c'est-à-dire on les ramasse, on ne va pas les garder, on n'a pas un grand terrain où on va stocker vos déchets. Vous imaginez donc qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, on serait vite envahi. Donc on les emmène dans des usines spécifiques qui vont traiter vos déchets. Donc
selon le type de déchets. Si ce sont des ordures ménagères, il y a de grandes chances que vos ordures ménagères elles aillent juste à côté de Dinan, à Tadin. Voilà, il y a une usine de traitement de vos déchets. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est route de Ploubalay. Voilà, elle est un petit peu cachée, mais c'est une usine qui fait beaucoup de boulot et qui traite vos déchets d'ordures ménagères. Donc les déchets, ils sont incinérés, c'est-à-dire qu'ils sont brûlés. Ils sont brûlés, à partir de ça, à la fin, il en reste plus grand-chose. Voilà, donc on a éliminé vos déchets, on a réussi à produire de l'électricité avec ça, et on a récupéré tout ce qui était les métaux ferreux, voilà, tout ce qui était, tout ce qui ne brûle pas finalement, et que là aussi on va essayer de valoriser. Donc ça c'est pour les ordures ménagères. Le tri sélectif, sac jaune, bac jaune ou les colonnes de tri sélectif, on a des contrats avec des entreprises, alors ça peut partir autour de Rennes, ça peut partir autour de Saint-Brieuc, et là aussi ça va être recyclé, donc ça va être traité, recyclé, pour les retrouver, refaire d'autres matériaux derrière. Et ensuite vous avez tout ce qui va en déchetterie. Là aussi, déchetterie c'est un espace où vous avez peut-être l'occasion de venir avec vos parents, c'est un endroit où on a beaucoup de bacs, beaucoup de filières de récolte. Pourquoi ? Plus vous allez, ce qu'on appelle segmenter, plus vous avez des bacs différents, bien spécifiques, plus derrière c'est facile pour nous de valoriser. Les métaux, tout ce qui est métal, écoutez, nous ça nous rapporte de l'argent. Donc on a des gens qui nous rachètent les métaux. Si vous avez un bac pour le bois, on a aussi des gens qui vont nous racheter le bois. Par contre, si vous mettez la ferraille, le bois, le plastique, vous mettez tout dans le même bac, nous c'est absolument une galère et c'est pas forcément très bon pour leur valorisation. D'où le fait que quand vous allez en déchetterie, vous avez beaucoup de bacs, c'est pas pour ennuyer les gens qui vont poser leurs déchets, c'est simplement que nous on les valorise et chaque bac il a une valorisation spécifique. Donc j'ai parlé de ces grandes compétences. On s'occupe aussi de la voirie, d'une partie de la voirie, donc des routes de Dinan Agglomération. Quelque chose qui peut vous intéresser aussi, on finance le très haut débit. Le très haut débit, c'est la fibre optique. L'Internet très haut débit, alors peut-être que certains l'ont déjà, d'autres, rassurez-vous, ça va arriver. D'ici à 2026, toute la Bretagne et donc Dinan Agglomération aura la fibre optique. C'est un très très gros chantier. Un très très gros chantier à l'échelle de la Bretagne. Je crois que c'est 50 000 km de réseau, donc de câbles à faire passer. Donc c'est un chantier qui prend beaucoup de temps. C'est 1,5 fois le tour de la Terre. Voilà. Faites le tour de la Terre, vous le faites 1,5 fois et vous avez l'équivalent du nombre de kilomètres de fils et de fibres optiques qu'il va falloir déployer sur la Bretagne. Donc c'est un chantier qui est très coûteux, qui va coûter aux alentours de 20. Pour Dinan Agglomération, le chèque c'est 25 millions d'euros. Voilà. En 25 millions d'euros, ça peut ne pas vous parler, c'est l'équivalent de la piscine qu'on est en train de construire juste en dessous. Qu'on va construire juste en dessous, donc la piscine au stade de Maurice Benin. Et donc ça me permet de basculer vers les autres grandes compétences. On a aussi des compétences sur le domaine du sport, de la culture. On porte principalement des équipements de piscine et on porte aussi des équipements culturels et on a la saison culturelle de Dinan Agglomération, mais j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le sujet. Voilà. J'ai essayé, peut-être un peu long, n'hésitez pas à me dire si je suis trop long. Alors, hop, on va pouvoir... Est-ce que Benjamin Le Sueur est dans la salle, s'il vous plaît? Ouais, c'est bien ce qu'on a remarqué. Il était pas. Donc je vais vous poser sa question. Alors, pourquoi ne pas créer une instance au sein de l'agglomération pour les personnes mineures de façon à lutter contre le manque d'intérêt que portent les jeunes à la politique? Alors, en vous voyant ce matin, je dis qu'il n'y a pas un manque d'intérêt. Déjà, c'est vraiment une bonne chose, je l'ai dit en introduction, mais je pense que c'est important. Alors, il y a, c'est vrai, des conseils municipaux des jeunes dans nos communes. Toutes n'en sont pas dotées, mais peut-être que vous-même avez fait partie, vous faites encore partie d'un conseil municipal dans votre commune. Il y a une deuxième instance qui est très importante en Bretagne, c'est le CRJ. Conseil régional des jeunes. Il y a peut-être des élus du CRJ, je ne sais pas s'il y a des élus du CRJ. Voilà, il y a des élus du CRJ, voilà. Donc,
Donc le Conseil régional des jeunes, c'est aussi une belle instance de démocratie à l'échelle de la région Bretagne. Et c'est vrai que Dinan Agglomération, on n'a pas cette instance-là. On a ce qu'on appelle un conseil de développement. Le conseil de développement, c'est une instance qui va réunir des gens. C'est vrai qu'on a dû, je ne sais plus si on a ouvert à partir de 16 ans, mais je crois qu'on avait dû ouvrir à partir de 16 ans. C'est des gens qui sont partis de ce qu'on appelle de la société civile. Donc c'est des gens qui vont représenter des entreprises, des associations, des syndicats, qui participent aux côtés de Dinan Agglomération à faire vivre ce qu'on appelle la démocratie participative. Donc on a une instance aux côtés des élus, une instance de démocratie participative, mais c'est vrai qu'on n'a pas de conseil des jeunes de Dinan Agglomération. Alors, moi je suis tout à fait disposé à travailler avec vous sur le sujet, mais déjà ne serait-ce que ces rencontres-là, si on pouvait les multiplier, parce que là vous êtes des représentants d'un lycée, de jeunes du territoire, mais il y a aussi il y a encore beaucoup d'autres jeunes. Et en tout cas, moi j'espère que ces expériences-là, moi je vous encourage à les renouveler, à aller discuter avec les élus locaux, à aller discuter avec vos maires, avec vos conseillers municipaux, pour aussi faire en sorte que cette vie démocratique elle puisse être vivante et surtout vous donner envie de vous y intéresser et pourquoi pas de vous y impliquer. Voilà. Merci Monsieur le Président. Donc on va passer aux compétences un peu plus précisément de l'agglomération. Donc nous allons commencer par le transport avec une question de Enzo qui fait lui-même partie du CRJ. Enzo, je te laisse poser ta question. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Ma question c'était sur le Dynamo. En fait, qui, ou plutôt comment vous décidez des communes desservies et donc pourquoi certaines et pas d'autres? Merci. Il faut être copain avec le président pour un Dynamo. C'est une blague. Vous n'avez pas remarqué ça parce que je vais me faire enguirlander après. Non. Pour avoir Dynamo, déjà Dynamo c'est quoi? Parce que tout le monde ne connaissait pas Dynamo. Dynamo c'est un réseau de bus en accès gratuit. J'insiste bien sur l'accès gratuit parce que c'est jamais gratuit. C'est un bus en accès gratuit avec 5 lignes qui sont autour de Dinan. Donc ça c'est un réseau de bus qui a été créé en octobre 2018. Donc ces 5 lignes de bus là, elles sont... alors on avait 4, elle en a une 5e là depuis quelques mois. Et ce sont des bus avec des lignes régulières, avec un cadencement qu'on peut retrouver dans des grandes villes. Et ça permet de faciliter la mobilité d'environ 27-28 000 habitants. Voilà. Donc tous les habitants qui sont autour de Dinan, Lanvalet, Quévert, Tadin, Trévivant. Voilà. Donc ça, ce sont les communes qui sont aujourd'hui desservies par Dynamo. Donc pour répondre, qui décide déjà? C'est le conseil communautaire, donc ce sont les élus qui siègent à votre place et qui représentent les 65 communes. Toutes les décisions de Dinan Agglomération, elles sont prises ici dans cette salle. Ça c'est important, c'est quelque chose de la vie démocratique qui est importante pour nous, c'est que ce sont les élus qui décident eux-mêmes. Comment ça se décide? Vous avez vu, je vous ai parlé de la taille du territoire, du nombre de communes, il y a 65 communes. Pour avoir un réseau de cette qualité-là sur l'ensemble de Dinan Agglomération, ce serait techniquement très compliqué, je vais vous expliquer pourquoi, et financièrement exorbitant. Techniquement très compliqué. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on encourage avec le Dynamo? On encourage beaucoup le trajet domicile-travail, éventuellement école-travail. On a donc ça veut dire que ce sont des gens qui veulent arriver au travail entre 7h30 et 9h. Ça, c'est en gros, c'est la demande que l'on a en termes de mobilité, et le soir, à partir de 16h30, 17h, jusqu'à 19h, 19h30. On a cette demande-là de la part des habitantes et des habitants de Dinan Agglomération. Et vous imaginez que si, pour être autour de 9h sur la ville de Dinan, il faudrait presque un bus par commune. Parce que si vous partez de Fréhel, si vous partez de Caunes, si vous partez de Bron, de Pleugnien, le car ou le bus, il ne pourra pas récupérer tout le monde et être en même temps à 7h30 à Bron, à 7h30 à Fréhel et à 7h30 à Caunes. Ça, techniquement, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faudrait démultiplier, aujourd'hui on a 5 lignes, il faudrait démultiplier les lignes, démultiplier les bus. Et aujourd'hui, c'est pas forcément souhaitable, parce que ça n'est pas, techniquement, c'est absolument impossible à faire. Donc ça, on le sait,
De même que le métro de Rennes, il va jusqu'à un certain point, il ne va pas jusque 10-15 km plus loin, parce que techniquement, ce n'était pas non plus forcément possible. Deuxième point, c'est le budget. Le budget, c'est 1 million d'euros chaque année. 1 million d'euros pour ces 5 lignes. Ce million d'euros-là, il est financé par qui? Parce que ça, c'est aussi important. Il n'est pas financé par les usagers du bus. Je dis que c'est en accès gratuit. Il n'est pas financé par les impôts que vos parents ou que moi je peux payer ou que voilà, les contribuables de Dinan Agglomération y payent. Il est financé par les entreprises et par les collectivités ou les établissements publics qui font 10 salariés et plus. Donc c'est-à-dire ce sont les entreprises, les communes, l'hôpital de Dinan, les grosses collectivités de Dinan Agglomération y contribuent. Et donc, c'est un pourcentage de leur masse salariale. Elles vont payer 0,40%, 0,4% de leur masse salariale. C'est-à-dire que si vous avez, en gros, sur 100 euros de masse salariale, c'est-à-dire de salaire versé, on va toucher, nous, les entreprises, elles vont cotiser à hauteur de 40 centimes. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, nous, on prend la masse salariale de toutes ces entreprises-là, et on multiplie par 0,40 et les entreprises nous versent à due concurrence de leur masse salariale. Donc c'est ça qui nous permet aujourd'hui de financer le Dynamo. Et ça nous coûte, je l'ai dit, 1 million d'euros. Donc aujourd'hui c'est un coût qui est relativement important, mais par contre c'est vrai qu'on a une qualité de service qui est, je pense, très bonne. On a beaucoup, vous avez peut-être pris, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, vous le prenez. C'est un réseau qui est de qualité. Si on veut garder cette qualité-là, il y a deux solutions. Soit demain on le rend payant. Et je ne suis pas sûr que les habitantes et les habitants soient en tout cas prêts à payer, ou en tout cas une somme trop importante. Ou alors on se dit, on a un réseau, il peut aller jusque telle commune, parce qu'on saura garder la qualité, on saura garder la fréquence. Parce que le bus, c'est bien si vous le prenez à un sens, mais si vous avez l'aller qui vous convient, vous n'avez jamais le retour, c'est pas très bon. Voilà. Donc quand on est dans un réseau de bus, on veut que le bus il passe relativement régulièrement avec nous ce qu'on appelle un cadencement assez intéressant. Et nous on s'est dit, le réseau Dynamo, compte tenu de la densité, du nombre d'habitants sur certains secteurs, il va pouvoir peut-être s'étendre encore un petit peu, mais il a on dirait entre guillemets un périmètre qui est fini. Par contre, je dis que la mobilité, les déplacements des habitants sur le territoire, ça ne se limite pas à Dynamo. Ça peut être par le biais du train. Donc on investit beaucoup aussi sur la ligne ferroviaire. Donc la ligne ferroviaire est juste derrière, la gare de Dinan juste derrière. Et aujourd'hui, entre Dinan et Lamballe, on est en train de rénover la ligne. Et Dinan et Lamballe, vous avez un certain nombre de gares. Vous avez une gare à Corse-Langnau, une gare à Planquette, une gare à Landélia. Et ça vous permet aussi bien d'aller du côté de Saint-Brieuc que dans l'autre sens, entre Dinan et d'aller jusque Rennes. Ça aussi, ça fait partie des mobilités. Ça fait partie des mobilités. On travaille sur des aires de covoiturage. On travaille sur des parcs de stationnement pour vélo. On travaille également sur ce qu'on appelle les liaisons douces, des liaisons vélo. Là aussi. En fait, on considère qu'une partie des attentes des habitants, elle est plutôt de se déplacer à l'intérieur de leur ville, à l'intérieur de leur commune, et que pour aller à Dinan, parfois, des fois, occasionnellement, il y a peut-être d'autres solutions. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de travailler au sein de Dinan Agglomération. Donc le Dynamo, c'est un super réseau, mais il ne pourra pas aller partout. Ça, c'est aujourd'hui techniquement et financièrement pas possible. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, il nous reste un certain nombre de questions. On va essayer de répondre assez rapidement sur la culture, la communication et les équipements. Et j'invite Romane à poser sa question, s'il vous plaît. Bonjour. Concernant les loisirs, comment mieux communiquer, notamment auprès des jeunes? En effet, nous sommes parfois mal informés de certains événements sportifs ou culturels. Par ailleurs, il est difficile de faire le tri car le site de l'agglo est complexe et les affiches un peu nombreuses. L'utilisation des réseaux sociaux ne permettrait-il pas de mieux correspondre à l'actualité culturelle et de cibler certains événements? Vous avez en fait finalement donné déjà des réponses dans votre question. Moi, je vous en remercie. Alors, Dinan Agglomération, vous savez, je l'ai dit, on a une grosse saison culturelle. La saison culturelle, donc, c'est l'ensemble des spectacles, c'est en gros 25-27 spectacles que l'on fait chaque année
Alors, ça peut être au Théâtre des Jacobins, ça peut être à Solenval, à Planquette, à l'Embarcadère, à Pélan ou sur d'autres communes. Donc c'est vrai que là on a une communication alors, à la fois papier, à la fois sur Internet, sur un peu de réseaux sociaux, Facebook notamment. Et cette saison culturelle, on fait aussi la promotion d'autres événements. Alors ce qu'on appelle jeune public. Alors là pour le coup vous êtes un vieux public si on considère comme ça, c'est tous les enfants de 0-3 ans, tous les enfants qui sont dans les petites écoles. On a un gros programme aussi de travail avec ces écoles-là, avec leurs parents, pour leur proposer des spectacles. Donc ça, en général, les gens sont relativement bien informés quand ils sont concernés. Mais vous avez raison, il y a peut-être des choses à améliorer au niveau de la communication. On a entendu votre message sur le site internet, on va changer d'ailleurs, le directeur de cabinet est là, il a bien entendu, on est en train de travailler là-dessus. Et on va changer de site internet de Dinan Agglomération justement pour faire en sorte que ce qu'on appelle l'expérience usagée, grand terme, mais faire en sorte que lorsque vous alliez sur le site internet de Dinan Agglomération, vous puissiez retrouver ce que vous cherchez. Après, on n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, alors on est présent sur Twitter, sur Facebook, alors j'ai conscience que Facebook, c'est un peu ringard peut-être pour vous. Par contre, on va essayer de se développer un peu sur Instagram, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué pour une collectivité voilà, d'investir le champ des réseaux sociaux, parce que voilà, il faut bien maîtriser les choses. C'est une communication qui est, on va dire, un peu particulière, un peu plus décalée. Et c'est vrai que pour une collectivité avec un fonctionnement assez institutionnel, c'est quand même assez solennel. On a des compétences sur Dinan Agglomération sur lesquelles les gens nous attendent. Et c'est vrai qu'adapter la communication, ça fait partie des enjeux du moment. Mais on va y travailler, en tout cas. Et vous dire aussi qu'on est... on est présent sur d'autres, par exemple le festival d'arboration à Bobital, qui a peut-être été cet été. Voilà. Nous, on les accompagne aussi. Après, ce n'est pas un événement porté par Dinan Agglomération. Nous, on va juste leur donner une subvention. On va leur fournir aussi un réseau de bus pour avoir accès à ce festival. Mais c'est vrai qu'on pourrait améliorer la communication, mais en cherchant bien, il y a des sites spécialisés. Et puis, si vous tapez culture ou concert Dinan Agglomération, vous avez forcément une réponse. Merci Monsieur le Président. Donc il reste deux petites questions sur la culture. Je vais appeler Enzo à poser sa question et je vous en poserai une pour terminer. C'est pas trop sur la culture, mais plus pour les équipements sportifs. En fait, qu'est-ce qui a déterminé le choix du nouveau site pour la nouvelle piscine de Dinan Agglomération? Alors, le choix du nouveau site de la piscine. Alors déjà, ça a été fait sous le mandat d'avant, le mandat précédent. Alors, je dis mandat, j'espère que tout le monde a bien saisi, mais le mandat, c'est au moment de l'élection, quand vous êtes élu au conseil municipal, et ça vaut également pour Dinan Agglomération, vous êtes élu pour 6 ans. Donc là, le mandat ici, il a commencé en 2020 et il va se terminer en 2026. Donc, quand je dis le mandat précédent, c'était le mandat de 2014 à 2020. Donc le choix, il a été fait en 2017, je crois que c'était 2018. Et moi, j'ai porté un choix fort, c'était de se dire, on a deux piscines dans Dinan, donc la piscine des Pommiers et la piscine des Cantons. On a deux piscines, elles sont arrivées en bout de course, elles avaient été construites entre la fin des années 60 et début des années 70, donc elles n'étaient plus du tout, on va dire, aux normes, et en capacité d'accueillir aussi voilà, les usagers de ces piscines. Et on avait deux piscines dans Dinan, et je ne me voyais pas aller mettre une piscine à 2 ou 3 km de Dinan. Alors, moi, j'étais déjà très attaché à ce que la piscine elle puisse rester, ce qu'on appelle en centralité, dans le centre-ville de Dinan. C'est aussi mieux pour son accessibilité, hein, voilà, pour une bonne partie des habitants du territoire, ça peut dire aussi venir à pied. J'ai expliqué, on a le réseau Dynamo, donc c'est aussi intéressant parce que la piscine va être desservie par le réseau Dynamo. Et puis, on mène des politiques publiques de Dinan Agglomération. On fait de l'action politique autour de ce qu'on appelle de la revitalisation, de la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que les centres-villes, bon, c'était sympa pour aller faire un peu le commerce le dimanche, mais que voilà, on a développé des zones d'activité, des zones commerciales, tout ça, ce qu'on appelle en périphérie. Donc on s'est éloigné du centre-ville, on a construit en dehors des centres-villes, on a fait des logements en dehors des centres-villes. Et puis maintenant, on se dit, bon, pour des raisons environnementales, des questions de préservation aussi des terres agricoles, on se dit, peut-être arrêter là nos bêtises et on va plutôt réinvestir les centres-villes. On va récupérer des logements vacants, on va essayer de démolir des bâtiments pour en reconstruire d'autres. Et donc, c'est cette logique-là qu'on a portée, que moi j'ai portée singulièrement en se disant,
ben, on va prendre le site qui est juste en dessous, le stade Maurice-Benoît, là derrière. Il n'est pas forcément très grand, mais on a moyen d'y faire une piscine et de la garder en centralité. Ça vous évite d'aller à 2 ou 3 km du centre-ville de Dinan, d'aller prendre 3 hectares de foncier agricole, voilà, d'enlever des terres pour l'agriculture, et puis d'avoir des gens qui vont nécessairement devoir prendre leur voiture pour aller sur ce site. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, et on en est très content, et la piscine devrait être inaugurée en septembre 2025. Merci. Je vous pose une dernière question sur ce sujet. Y a-t-il des projets d'équipement en prévision ou à l'étude pour l'avenir? Alors, piscine, on en a une autre en cours, c'est la piscine à Bron, la Planchette. Vous êtes peut-être certains originaires de ce secteur-là. Alors, c'est pas une piscine neuve, mais c'est une nouvelle piscine. Alors, vous verrez la différence. Non, en gros, on reconstruit la quasi-totalité de cette piscine pour aussi en faire une piscine sur ce secteur-là. On considère que c'est quelque chose qui est important. Donc on va avoir 2 gros et beaux équipements de piscine sur le territoire de Dinan Agglomération. Donc ça, c'est quelque chose d'important. J'ai évoqué le très haut débit, donc le numérique, la fibre. C'est quelque chose qui nous consomme beaucoup de budget chaque année. Et donc on est en train de le développer. On travaille sur la gare aussi, la gare ferroviaire. On aimerait bien travailler sur des questions liées au conservatoire de musique et de danse. Donc vous savez qu'on a le conservatoire autour du centre-ville de Dinan, dans le centre-ville de Dinan. On aimerait bien travailler aussi à son développement. Travailler sur d'autres endroits dans le territoire aussi pour développer l'offre autour de la musique. Et on aura des sujets d'énergie. J'ai évoqué tout à l'heure l'usine de déchets à Tadin. Elle produit beaucoup d'électricité, mais elle ne valorise pas aujourd'hui ce qu'on appelle de la chaleur fatale. Alors, la chaleur fatale, vous n'êtes pas scientifique comme moi, ça peut vous être un peu abstrait. En gros, quand vous chauffez, vous avez une capacité avec des turbines à récupérer et à faire de l'électricité, et quand vous chauffez, il y a donc des tuyaux qui sont très très chauds et qui produisent de la chaleur. Et la chaleur, c'est une énergie. Ce sont ce qu'on appelle des calories, et on est capable de les valoriser. Et aujourd'hui, dans cette usine-là, elles ne sont pas valorisées. C'est-à-dire que les tuyaux restent chauds, mais ça chauffe les petits oiseaux. Donc, 1, pour la planète, c'est pas top. Et 2, on se dit qu'on pourrait l'utiliser. Et donc, notre idée, c'est de récupérer cette chaleur-là, et de chauffer de l'eau avec, et d'avoir ce qu'on appelle un réseau de chaleur. Donc, c'est-à-dire, au niveau de Tadin, vous allez avoir on essaye en tout cas de travailler ainsi, avoir un gros tuyau rempli d'eau chaude et qui va pouvoir venir chauffer des logements, la piscine de Dinan, je l'espère, des services publics, des entreprises qui ont besoin, ce qu'on appelle de chaleur et qui ont besoin d'énergie. Et vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a une guerre en ce moment aux portes de l'Europe en Ukraine, et qu'une des conséquences de cette guerre en Ukraine, au-delà de ce que les populations peuvent vivre, c'est la hausse et l'inflation, l'explosion sur les coûts d'énergie. Parce que c'était des pays, notamment la Russie, qui sont des gros producteurs de gaz, et ce gaz-là, il s'est raréfié, donc il a augmenté. Et donc pour un certain nombre d'entreprises, elles ont vu leur coût d'énergie complètement exploser. Et ça a pu mettre en difficulté des entreprises. J'ai entendu parler des bouchers, des boulangers, mais il y a d'autres entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, ça les a mis en difficulté. Et nous, on se dit que si on peut avoir de l'énergie produite localement, valorisée donc localement auprès des entreprises, auprès des services publics ou dans les logements, c'est une moindre dépendance finalement au gaz russe ou aux énergies fossiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt important. Merci, excusez-moi. Alors, on va pouvoir poser des questions sur la dimension donc, du ramassage des ordures, réussir à renforcer le tri des déchets. Suite aux dernières décisions, donc on a un certain nombre de questions, je vais inviter les élèves à toutes les poser, et comme ça vous allez pouvoir y répondre en globalité. Donc, Élie Gattiolé. Bonjour Monsieur le Président, nous demandions comment les agents de collecte vont-ils vérifier que les poubelles sont bien triées. Alors déjà, on fait confiance aux gens. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde civilisé. On a des habitants de Dinan Agglomération qui quand même sont globalement très sensibles à la question environnementale, à la question du tri des déchets.
dans l'immense majorité, les gens sur le territoire d'une agglomération, ils font bien le boulot. Donc ça, c'est plutôt rassurant sur l'état de notre société quand même, au regard des déchets. Par contre, vous avez encore des gens qui, soit par méconnaissance, soit par malveillance, vont faire le mauvais tri. Alors, quand vous parlez du tri, on parle notamment du tri dans les ordures ménagères. Donc, déjà, quand vous prenez le sac et que vous balancez le sac et que vous entendez gling, 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 bon, c'est-à-dire que normalement, il y a du verre et le verre n'a rien à faire dans la poubelle ordure ménagère. Donc déjà, ça, c'est un premier indice. Si vous avez des sacs qui peuvent être anormalement lourds ou vous ouvrez, vous voyez tout simplement voilà, des objets qu'on n'a rien à y faire, qui n'ont rien à y faire. Là, nos agents laisseront un mot, vont signaler aux habitants une première fois, peut-être une deuxième fois, puis ensuite on pourra passer à des sanctions pour les habitants qui ne respecteraient pas les consignes de collecte. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, d'avoir travaillé sur la pédagogie, et ensuite, voilà, on aura des actions de sanctions, mais en se disant qu'en fait, c'est pas pour ennuyer les gens, c'est tout simplement parce que quand on fait bien le tri, par exemple du déchet vert, si le verre il va dans la poubelle à verre ou dans le conteneur vert, il va nous coûter beaucoup moins cher que s'il va dans la poubelle ordure ménagère. Pareil pour les paquets de gâteaux, les emballages de yaourt, tout ce qui va être dans le tri sélectif. Si vous le mettez dans le tri sélectif, en gros, ça ne nous coûte pas 1 € entre nos recettes et nos dépenses. Si vous le mettez dans la poubelle ordure ménagère, ça nous coûte de l'argent. Et quand je dis nous, Dinan Agglomération, c'est finalement le contribuable, les habitantes et les habitants qui payent leurs impôts, qui payent leurs taxes d'ordure ménagère et qui se retrouvent pénalisés. Donc c'est un intérêt qui est collectif. Merci. Alors, je vais inviter Maïwen Pincheux, ou Pécheux. Bonjour Monsieur le Président. Alors moi je voulais poser la question au niveau de l'hygiène et est-ce que les travailleurs ne seront pas plus au contact des déchets et ça a-t-il posé des problèmes au niveau de l'hygiène justement? Alors la question, en fait là vous posez aussi la question du métier, ce qu'on appelle les reapers, les agents de collecte. C'est un métier moi, pour lequel j'ai une affection particulière parce que moi je l'ai fait quand j'étais saisonnier. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, 20 ans, j'ai fait ce boulot, ce job saisonnier. Donc c'est un métier que moi je connais particulièrement et moi je sais tout, voilà, je connais exactement ce que vivent nos agents. Alors, on a des agents qui sont hyper attentionnés, qui sont hyper vigilants aussi sur ces questions environnementales et sur la question de l'hygiène. Parce que vous allez vous dire, moi je pose ma poubelle et puis après c'est terminé. Eux, c'est 7 heures par jour, pendant 5 jours, où ils vont être au contact des déchets. Donc eux, ils ont cette vigilance particulière pour l'hygiène, déjà ne serait-ce que pour eux, pour des questions sanitaires, pour leur propre personne. Donc on leur fournit déjà tous les équipements nécessaires, ça peut être des masques le cas échéant, ça peut être voilà, les gants, les protections, on appelle les équipements de protection individuelle, pour faire en sorte que, même si c'est un métier qui va être salissant, vous êtes en contact des déchets, eux-mêmes ne soient pas au contact. Il y a une chose qu'on va remplacer, peut-être les sacs jaunes pour certains, il y a encore quelques sacs jaunes sur le territoire de l'agglomération, on va les remplacer par des bacs jaunes. Donc déjà, quand vous avez un bac, vous n'avez pas de sac. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. En fait, nos agents, ils ne sont pas trop en contact avec les déchets. Le seul problème, c'est quand vous avez des incivilités où les gens jettent ou posent leurs déchets au pied des conteneurs. C'est là où ils doivent prendre les sacs à la main. Et c'est là où on essaie de se battre avec les communes pour faire en sorte que ces actes-là puissent disparaître, se réduire. Donc on fait appel aussi aux polices municipales, éventuellement à la gendarmerie. C'est pour ça que des fois, on doit ouvrir des sacs parce qu'on doit retrouver l'auteur des faits. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement scandaleux parce qu'on a tous les outils aujourd'hui. Quelqu'un qui a des déchets, il a toutes les solutions sur l'agglomération. L'ordure ménagère, le tri sélectif, vous avez la déchetterie, vous avez toutes les solutions. Donc il n'y a pas une excuse pour jeter vos déchets, les laisser comme ça au pied d'une poubelle. En plus, quand vous êtes au pied d'une poubelle, il n'y a en général il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour le mettre dans le conteneur. Donc nous, voilà, pour les agents, on est très très vigilants parce que c'est une question voilà, une question de santé publique pour eux, une question sanitaire. Et donc on y fait en tout cas très attention. On est toujours à l'écoute de ce que nous disent les agents, des retours.
On fait très attention aussi au nettoyage des bennes. Voilà, elles sont nettoyées, désinfectées tous les jours voilà, pour des questions sanitaires. Et moi, je vous rappelle une chose, c'est quand la France, on a connu le Covid, hein, tous, vous y compris, et quand on était tous gentiment chez nous, à attendre que ça se passe, parmi les agents, donc il y a eu bien entendu des agents hospitaliers, des agents des services de médecine qui ont été très mobilisés, ultra mobilisés, et puis il y avait aussi d'autres fonctions, notamment la collecte des ordures ménagères. Parce que cette collecte-là, elle s'est poursuivie. Elle a continué, elle s'est poursuivie dans les mêmes conditions. Et voilà, ce sont des agents qui aussi ont ce sens du service public et qui ont donc un intérêt à leur propre santé. Merci. Je vais juste vous inviter à lever la main avant de prendre la parole, comme ça permettra au président de vous repérer et nous à la caméra de vous voir. Salamita ou Salamata. Hop, oui, c'est Salamata, mais merci. Moi, je voulais savoir comment le tri sera imposé aux personnes qui ont des poubelles communes, comme dans les bâtiments, qui ont des bacs communs aux habitants, voire aux habitants du centre-ville de Dinan, qui ont des bacs communs pour tout un quartier. Alors, le tri sélectif, en général, il est organisé. Alors, vous avez bien fait de le signer entre le centre-ville ou la campagne ou des logements collectifs. Le tri ne peut pas être organisé de la même façon, parce qu'on a des logements qui sont de fait différents. Quand vous avez votre maison individuelle, c'est différent quand vous habitez en appartement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a une seule solution de tri sélectif. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, pour certains, ça va être des points d'apport, ce qu'on appelle les points d'apport volontaires. En général, 3 ou 4 des colonnes, là, les jaunes, les bleus, vous les retrouvez, les vertes, vous les retrouvez sur le territoire. Et là, vous les avez dans un certain nombre d'endroits du territoire. Et donc ça, c'est plutôt, on va dire, plutôt en campagne, où voilà, c'est plutôt la campagne qui a ce type de dispositif. Autour de Dinan et de la zone agglomérée, vous allez avoir plutôt des bacs jaunes. Et pourquoi on a des bacs jaunes là et pourquoi on en a pas en campagne? C'est aussi pour des raisons économiques. C'est qu'en campagne, vous avez ce qu'on appelle de l'habitat qui est disséminé. Vous avez une maison, puis vous faites 500 mètres, vous avez une deuxième maison, puis vous en refaites 500 mètres, vous avez une autre maison. Et donc, quand nous on a des camions sur la route, c'est pas très économique, c'est pas très écologique de faire 1 km et d'avoir seulement 3 maisons. Par contre, quand vous êtes dans un centre-ville, quand vous êtes dans le centre-ville de Dinan, quand vous êtes à Quévert, à Lambalet, si vous faites 500 mètres, vous allez peut-être ramasser 200 bacs par exemple. Peut-être un peu élevé, mais si vous avez 50, 60 bacs. Et donc là, pour le coup, écologiquement et économiquement, c'est plus intéressant. Donc, certains endroits, vous allez avoir des bacs jaunes. Et dans le centre-ville de Dinan, vous allez avoir des colonnes enterrées. C'est-à-dire que vous allez avoir la même chose, les mêmes possibilités de trier vos déchets, mais il va falloir non pas les mettre au pied de chez vous, mais vous allez faire 50 mètres, 100 mètres, et vous allez avoir des colonnes enterrées, où vous allez pouvoir faire le tri sélectif, les verres, vous allez pouvoir mettre vos ordures ménagères. Donc ça nécessite, vous n'avez pas de bac chez vous, si vous êtes en appartement, vous n'allez pas avoir 3 conteneurs, 3 poubelles chez vous, c'est techniquement pas possible. Par contre, à 50, 100 mètres de chez vous, 200 mètres de chez vous, vous allez avoir des points où vous avez des colonnes enterrées, vous allez pouvoir poser vos déchets. Et c'est ça, notre travail, il est là. C'est d'essayer d'être au plus juste et au plus près des habitants et des modes de vie aussi. Voilà. Et on aura la même chose sur les biodéchets à partir de l'année prochaine. Les biodéchets, c'est quoi? C'est les pluches de pommes de terre, de légumes, tout ce que, lorsque vous cuisinez ou des restes de repas, ça vous reste. Évitons de les mettre dans les ordures ménagères, parce qu'on incinère, on va brûler de l'eau, hein. C'est juste uniquement de l'eau. Mais par contre, si on a des points de tri de biodéchets, en gros, on va faire du compost. Là aussi, c'est quelque chose qui est écologiquement et économiquement beaucoup plus intéressant. Merci. J'invite Canel Pigné. Si les agents de collecte sont amenés à ouvrir les sacs poubelles, ne craignez-vous pas qu'on vous reproche de violer l'intimité des habitants en vérifiant le contenu des poubelles? Et est-ce que vos employés seront soumis au secret professionnel? Alors, les agents de agglomération ne sont pas soumis au secret professionnel, par contre, ce sont des agents du service public. Donc, ils ont un devoir de réserve aussi du service public.
Donc ça c'est quelque chose, c'est une obligation qu'il leur est faite. Je crois que de ce point de vue-là, c'est plutôt bien respecté au sein de Dinan Agglomération. Alors effectivement, quand on ouvre, moi ça m'est arrivé en tant que maire d'ouvrir les sacs, et puis de se dire, bon après, c'est monsieur machin ou madame machin. Voilà. Moi j'avais fait une opération il y a 3-4 ans, j'ai fait un retour envoyeur, c'était le 1er janvier, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Je passais dans le bourg de Saint-Potent et puis je vois tout un tas d'ordures ménagères. Ordures ménagères, des cartons, des machins. Je n'ai pas eu à ouvrir, mais j'ai vu l'adresse, j'ai vu 2 ou 3 fois la même adresse. Et je me suis dit, bon, voilà. Et j'avais pris le camion de la commune, j'avais tout mis tous les déchets et j'ai été ramené chez les gens. Je peux vous assurer que, voilà, il y a eu quelques articles de presse, il y a eu un peu la télé s'en était saisie, et je peux vous assurer que ça a calmé tout le monde. Parce que tout le monde se dit, moi j'ai pas envie spécialement d'avoir des déchets à revenir, et la publicité n'est pas très bonne. Donc déjà, ça c'est un premier point, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément à ouvrir, des fois vous avez des choses au pied qui peuvent laisser des indices. Et si vraiment on doit ouvrir, alors, si vous avez un petit sac ou autre, il n'y aura pas d'ouverture. Mais par contre, si vous avez un tas de déchets, un monticule de déchets, là, on se doit d'aller ouvrir. Alors, effectivement, on va rentrer dans la vie des gens. Hein. La poubelle, c'est la vie des gens. Voilà, on ne va pas fouiller pour fouiller, mais c'est essayer de trouver un indice, voilà, une enveloppe avec une adresse ou autre, pour faire en sorte que, voilà, tout simplement, l'acte d'incivilité ne se reproduise pas. Et ça, je pense que les gens doivent aussi en avoir conscience. Voilà. Alors après, voilà, il y a beaucoup de sensibilisation, de pédagogie à faire, mais moi, rien ne me révulse plus que ça, que d'avoir des gens qui ont toutes les solutions de tri pour gérer leurs déchets et qui vont quand même déposer au pied des ordures ménagères. C'est irrespectueux pour l'environnement, c'est irrespectueux aussi pour les agents de notre service public, parce que voilà, ils ne sont pas payés pour ça, ils sont payés pour faire la collecte, ils ne sont pas payés pour aller ramasser des déchets qui sont posés ou étalés au pied à l'important. Donc ça, voilà, moi après, on a des procédures qui sont aussi avec la gendarmerie, voilà, on ne le fait pas nous-mêmes, la police, mais par contre, si on trouve des indices, si on trouve des noms sur des cartons, on peut aussi le signaler. Merci. Alors, je vais inviter Lison Mével à poser ces 2 questions en même temps. Lison. Ouais, parfait. Ne faudrait-il pas équiper tous les habitants de poubelles de tri avant de vouloir réprimander ceux qui ont accès au tri? Et la deuxième question, ce projet de rendre le tri des déchets obligatoire figurait-il dans votre programme électoral avant votre élection? Et si oui, avez-vous uniquement abordé des idées écologiques ou bien alors vous avez présenté particulièrement ce projet? Alors, j'ai un peu répondu là sur la question des bacs finalement. Ce qui est important, c'est que chacun ait une solution. Que ce soit des colonnes enterrées, que ce soit du bac jaune, des points d'apport volontaires. L'important, c'est d'avoir une solution pour ces déchets. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, on pourrait me dire que ceux qui ont le bac individuel, ils sont avantagés. Certes, ils ont un bac individuel, mais enfin bon, il y en a certains qui m'ont dit, moi 2 bacs, ça fait trop. Vous avez votre garage, vous avez votre truc, et puis ils me disent, ouais, 2 bacs, t'es gentil, mais je ne sais pas où les mettre. Chacun a un avis sur le sujet, et ceux qui vont au point de tri sélectif, comme je dis aux gens, moi j'y vais 1 fois par semaine, je ne suis pas 1 semaine sans sortir de chez moi. Donc ça veut dire que quand je vais au bourg de Saint-Potent ou quand je vais ailleurs, je mets mon tri sélectif dans la voiture, je m'arrête, ça me prend à tout casser 3 minutes, et ça n'a pas changé la face du monde. Je ne me suis pas déplacé exclusivement pour ça, si j'ai été faire mes cours, j'ai été à la mairie ou autre. Donc c'est un geste, c'est relativement peu finalement, ce geste de tri, et on considère que c'est à la portée de chacune et de chacun. Et je vous ai parlé d'un certain nombre de chiffres de budget. Il faut retenir un truc. Aujourd'hui, sur Dinan Agglomération, tout service de déchets, c'est environ 150, 160 euros par foyer fiscal, donc par famille, sur le territoire de Dinan Agglomération et par an. C'est en moyenne. Hein. La moyenne, c'est pas la médiane. Hein. La moyenne, c'est ce que paye, voilà, si on additionne tout, on divise par le nombre d'habitants, le nombre de foyers fiscal, c'est autour de 150, 160 euros.
ça peut pour certains être beaucoup, mais je vais vous le dire différemment, c'est moins de 3 € par semaine, par famille, pour qu'on puisse vous gérer toutes vos ordures ménagères, tout votre tri sélectif et que vous ayez accès à la déchetterie. 3 € par semaine. Et non seulement on vous fait la collecte, mais on vous fait le traitement. Et moi, ce que je dis souvent, c'est les gens qui me disent que c'est trop cher. Alors déjà, les gens, quand je leur dis, vous parlez des déchets, les gens me disent, ouais, on paye trop cher. Alors, ça m'arrive souvent, je suis à la table, et souvent les déchets, on y vient entre la poire et le dessert, là. On vient me dire en disant, ouais, on paye trop cher. Alors moi, faites un test, si un jour vous êtes à table, un repas de Noël avec tata et tonton, et vous abordez le sujet des déchets, et vous dites, de toute façon, on paye trop cher. Et vous faites un test, vous allez poser 2 questions. Et vous dites, qui pense qu'il paye trop cher ses déchets? 3/4 des gens vont lever la main. Et ensuite, vous posez la deuxième question, et qui sait combien il paye? Personne. Les gens savent qu'ils payent trop cher, pensent qu'ils payent trop cher, et ils sont incapables de vous dire combien ils payent. Donc, c'est par nature, par construction, on paye trop cher, mais on ne sait pas combien on paye. Et 3 €, donc c'est rien par semaine, toute l'année. C'est pas une semaine sur 2, c'est pas une fois par mois, c'est toute l'année, 3 €. Et ça, c'est une vraie performance en fait. Merci Monsieur le Président. Donc, on va pouvoir maintenant, donc là on a un panel représentatif des lycéens de la Fontaine des Eaux. Nous avons des élèves de généraux et des élèves de professionnels, de la voie professionnelle. Donc on va partir sur les services de la petite enfance, des centres de loisirs et des personnes âgées sur Dinan Agglomération. Donc j'invite Marine de première AEP à prendre la parole. Bonjour, connaissez-vous le bac pro AEPA? Non. C'est un sigle. Si vous parlez en sigle, on ne comprend pas. Le bac pro animation enfants et personnes âgées. Alors là, je commence déjà à voir un petit peu mieux parce qu'on a des agents de Dinan Agglomération qui ont fait ce bac pro. C'est un bac pro qui a été créé à 4 ans. Oui, on a des agents qui sont passés. C'était ces agents-là ou ces formations-là ont été faites par les agents, notamment nos agents de petite enfance, les agents qui travaillent à l'EHPAD de Clément-Petit. Merci Marine. J'ai invité Kenza à prendre la parole. Bonjour, avez-vous des projets pour développer l'animation auprès des enfants? Alors, on est enfant jusqu'à quel âge? Vers 12 ans, à peu près de 3 à 12 ans. Alors, on a beaucoup d'actions pour ce qu'on appelle la petite enfance. Ouais. On a beaucoup d'actions pour la petite enfance. Alors, pour les 0-3 ans, on a les structures d'accueil. Les structures d'accueil de la petite enfance, en gros, c'est entre 900 et 1000 enfants qui sont accueillis chaque année dans les structures de Dinan Agglomération. Donc ça, ce sont des structures d'accueil avec des professionnels de la petite enfance, pour en gros 3 mois, 3 ans. Les enfants à partir de 3 mois jusqu'à un petit peu plus de 3 ans, jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Donc ça, ce sont des structures d'accueil. Donc c'est aussi bien pour les parents, mais c'est aussi bien pour les enfants. Je dis, dans le cadre de notre session culturelle, on a des animations pour la jeunesse. Donc ça, on a des spectacles qui sont spécifiquement dédiés. Alors vous avez ce qu'on appelle les Jacobambins, on a des festivals Premiers Émois. Ce sont des animations culturelles qui sont spécifiquement tournées vers les jeunes enfants. Alors ça peut être très jeunes enfants ou dans la catégorie d'âge que vous avez. Donc il y a beaucoup d'animations, il y a des spectacles. Et après, c'est pas forcément parce que c'est pas fléché pour les petits que vous pouvez pas aller. Il y a le festival Rancard sous les remparts, vous avez un certain nombre de choses qui sont des spectacles d'art de rue. Et pour les jeunes enfants peuvent aller avec leurs parents. Il y a le festival des Esclafades à Saint-Hélin. Et vous avez donc de l'animation sportive un peu, culturelle, qui sont tout à fait accessibles pour les enfants du territoire. Merci. Je vais inviter Chloé Gauthier, terminale EPA. Bonjour, quelle est la place de la personne âgée dans une agglomération? Alors, on va distinguer deux choses, le territoire de Dinan Agglomération et l'agglomération en tant que telle, en tant qu'intercommunauté. Dinan Agglomération, c'est un territoire, notamment sur le nord du territoire, donc tout c'est le littoral, la côte, territoire qui est plutôt vieillissant. Donc c'est un territoire sur lequel
on va accueillir peut-être un peu plus de personnes âgées, soit c'est des gens qui ont toujours vécu là et qui vieillissent, voilà, c'est peut-être le cas de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et puis il y a des gens qui aussi, parce que le territoire est très attractif, viennent passer leur retraite. Donc ces deux effets cumulés font qu'on a un territoire qui est, notamment sur le nord de l'agglomération, un territoire qui est plutôt vieillissant. Ça veut donc dire qu'on doit mettre en place des politiques publiques pour notamment leur faciliter la vie, la fin de vie, le cas échéant. Donc ça veut dire travailler sur des services d'aide à domicile, ça veut dire travailler sur des soins infirmiers, ça veut dire travailler sur des structures d'accueil, type des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ça peut être aussi sur les questions de maintien à domicile. Ça peut être aussi, ce que va faire Dinan Agglomération, travailler sur le transport, les mobilités pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est un service qu'on va mettre en place en 2024. Donc on a un territoire sur lequel on se doit aussi d'être impliqué au regard des personnes âgées. Nous, pour Dinan Agglomération, on n'a pas beaucoup de compétences sur le domaine des personnes âgées, sur la thématique des personnes âgées. On a un EHPAD qui s'appelle l'EHPAD de Plélan, l'EHPAD situé à Plélan-le-Petit, qui est géré par Dinan Agglomération. Mais normalement, on va dire, ce sont plutôt les communes qui ont des EHPAD, des structures d'accueil, et c'est aussi en lien avec le département des Côtes d'Armor, qui lui a ce qu'on appelle, est le leader un petit peu des collectivités sur le domaine des personnes âgées, de la dépendance, du vieillissement. Donc on essaie de se répartir le travail entre les collectivités. Nous, on a simplement aujourd'hui l'EHPAD de Plélan-le-Petit. Merci, je vais inviter Alban à prendre la parole. Bonjour, avez-vous des projets pour développer l'animation auprès des personnes âgées? Alors, des idées, j'en ai. Des projets pour Dinan Agglomération, il faut être très honnête, on a assez peu de projets parce que notre cœur d'intervention, il n'est pas forcément sur les personnes âgées. Je vous dis, c'est plutôt les communes, plutôt le département, en tout cas dans le financement. Après, ça nous arrive de travailler notamment sur la saison culturelle. Avec des spectacles qui sont plutôt accessibles pour les personnes âgées. Ça peut nous arriver certaines fois d'avoir des interventions en EHPAD, ça peut, voilà. On a des choses qui sont, là je vais vraiment prendre plutôt la fin de vie quand vous êtes en EHPAD, c'est plutôt la fin de votre vie. Après, voilà, je considère que, je ne sais pas ce que vous appelez personnes âgées, est-ce que c'est des retraités, auquel cas ça vient relativement vite. Mais voilà, pour les personnes plus âgées, en tout cas, on essaye d'avoir notamment autour de la culture, c'est peut-être là notre intervention la plus simple et la plus facile d'accès. Merci Monsieur le Président. Donc on va pouvoir passer à la transition écologique et énergétique. Alors, je vais inviter Enzo Gidori à prendre la parole. Oui, c'est ma dernière question. Où ira l'énergie solaire collectée par la ferme solaire à Ocalog? Est-ce qu'elle alimentera les foyers de l'agglomération ou elle sera mise en vente pour un plus grand territoire? Oui, elle va alimenter, alors elle va repartir sur le réseau. Donc la ferme solaire, donc il y a un très bon projet de photovoltaïque sur Ocalog, sur les anciens terrains militaires. Donc techniquement, elle est reversée au réseau. C'est bien avec Enedis qu'on va travailler sur le réseau, et ensuite, effectivement, elle va être consommée localement. Voilà. Elle va être consommée localement, c'est le principe. Alors déjà, parce que voilà, l'énergie, l'électricité ne va pas se balader à l'autre bout de la France, elle va être plutôt consommée on va dire, en immédiate proximité de sa production. Mais oui, c'est quelque chose, c'est un enjeu pour Dinan Agglomération aussi, d'être un petit peu plus autonome au niveau de l'énergie. Alors, énergie, ça veut dire l'électricité, bien sûr, mais ça veut dire aussi, pourquoi pas du biogaz, ça veut dire pourquoi pas de l'éolien. C'est d'essayer d'avoir un mix énergétique qui renforce notre autonomie. Et être autonome, aujourd'hui, on en est loin, très loin, et c'est un enjeu à la fois écologique, environnemental, de réchauffement, de lutte contre le réchauffement de la planète, et puis c'est aussi un enjeu économique aussi, au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure, sur des tensions internationales qui font que le prix de l'électricité peut faire x2, x3, le prix du gaz encore plus, et ça c'est quelque chose qui pour nous en tout cas est un enjeu important. Merci, je vais donc inviter Maïwen Pécheux. Comment on est sûr
que ces panneaux solaires seront véritablement bénéfiques justement pour la planète? Alors, je ne sais pas si vous posez la question du retraitement en fait en fin de vie des panneaux solaires, c'est ça? Alors, aujourd'hui, on a des filières qui sont organisées. C'est vrai que quand ça a débuté, les panneaux solaires, il y a 20-30 ans, la filière était débutante, était balbutiante, et il y a tout un tas de matériaux qui étaient utilisés, donc une fois la fin de vie arrivée, voilà, ça dure 20-25 ans, ça ne sait pas trop quoi en faire. Aujourd'hui, à 90-95%, voire peut-être même plus, je ne suis pas un grand spécialiste, mais les matériaux qui sont utilisés seront recyclables et sans doute recyclés en fin de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que si vous voulez vous passer d'une énergie fossile, typiquement le pétrole, le gaz, c'est pas pour les remplacer par des matériaux qui sont eux-mêmes issus d'une énergie qu'on va dire, ou de matériaux qui sont, on va dire, épuisables. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on puisse travailler. Aujourd'hui, la filière elle est plutôt organisée, donc j'ai tendance à croire que oui, le panneau photovoltaïque est quelque chose, l'énergie photovoltaïque, elle est plutôt bénéfique de ce point de vue-là, parce que on a du soleil en Bretagne, on a de l'ensoleillement, et on a donc une capacité aussi à produire ici de l'énergie. Et aujourd'hui, on va dire que dans les débats autour de l'énergie, je pense notamment avec l'éolien, qui peut faire un peu débat, l'énergie aujourd'hui solaire, elle est plutôt bien acceptée. La seule réserve que moi j'ai, parce que je suis aussi très intéressé aux questions agricoles, c'est de faire en sorte que les terres, le foncier sur lequel vont se faire les énergies photovoltaïques, eh ben, elles ne remplacent pas l'élevage, elles ne remplacent pas nos vaches, elles ne remplacent pas voilà, les cultures pour notre alimentation. Et typiquement, le projet qui a été évoqué tout à l'heure sur Ocalec, ben ça c'est un bon projet parce que ce sont des anciens terrains militaires, il n'y a pas d'agriculture, on va conserver de la biodiversité, on va conserver une capacité à avoir un espace naturel, tout en ayant des panneaux photovoltaïques. Donc ça c'est un bon projet. Merci. Il nous reste 2 questions en entame de la dernière ligne droite. Je vais inviter donc Lison Mével et après on aura Léana de seconde AEPA qui a proposé sa question. J'invite d'abord Lison, s'il vous plaît. Lison, ouais, je te vois. Merci. Pouvez-vous préciser comment le souci de la biodiversité sera pris en compte dans le devenir de ces ex-terrains militaires? Alors ça, c'est un travail sur lequel, déjà, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites quand vous travaillez sur les ex-terrains militaires, comme ça. Donc, il y a une étude environnementale, une étude biodiversité qui a été menée. C'est-à-dire pour recenser toutes les espèces, faune, flore, donc les animaux, les plantes, qui sont présentes sur le site. On les a recensées, elles ont été cartographiées. Dans tel endroit du site, il y avait des grenouilles, dans tel endroit du site, il y avait des papillons, dans tel endroit du site, il y avait telle ou telle plante. Donc ça nous a permis aussi de travailler avec le porteur de projet pour leur dire voilà l'état des lieux, voilà l'état de la biodiversité sur le site, vous devez la respecter. Vous devez la respecter. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc dans l'implantation des panneaux, dans tout ce qui va être mis en œuvre sur site, on se doit de respecter la biodiversité. C'était aussi un peu dans le cahier des charges. On leur a dit OK pour les panneaux photovoltaïques, mais vous devez respecter la biodiversité. Et ça peut aussi, alors je ne vous cache pas, il y aura sans doute quelques arbres à enlever, comme dans un certain nombre de projets. Ce qu'on travaille aussi, c'est sur des compensations, c'est-à-dire que l'entreprise va devoir replanter, soit sur le site, soit ailleurs, pour faire de la compensation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est particulièrement intéressant. Et juste, ça me permet de faire une petite parenthèse, mais aujourd'hui, il y a parfois des associations, des riverains, des gens qui se disent « il ne faut pas toucher aux arbres ». Effectivement, dans l'esprit, il faut garder les arbres. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus en faire un sanctuaire. Et je pense qu'on est capable d'aller faire de l'aménagement, faire ce genre d'équipement, en touchant, en abattant quelques arbres. Mais si derrière vous recompensez x2, x3 le nombre d'arbres, ben, c'est pas inintéressant. Puis vous avez aussi les arbres qu'il faut bien abattre un jour parce que problème de maladie, voilà, si ça risque de tomber sur les habitants ou sur des maisons, c'est quand même pas forcément tout à fait acceptable non plus. Donc je pense qu'il faut avoir parfois raison garder sur ce sujet. On est capable de travailler, par contre il faut être effectivement très vigilant avec des études d'impact. Et on aura aussi une étude de suivi de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a un état des lieux initial,
Et tout au long de la vie de ce parc photovoltaïque, on aura aussi un suivi de la faune, de la flore, et peut-être même des espèces qui vont réapparaître. Hein. La biodiversité, c'est jamais quelque chose de figé. Voilà, vous aurez peut-être des nouvelles espèces qui vont apparaître, et tant mieux, d'autres qui vont migrer vers d'autres endroits. Mais s'il y a une migration d'espèces, il faut que ce soit naturel et pas parce qu'il y a eu le champ photovoltaïque. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très regardé et sur lequel on y met une attention particulière. Merci. Donc j'ai invité la dernière question, donc Léana, qui est juste là-bas. Parfait, à poser sa dernière question. Bonjour. Bonjour. Alors, nous nous demandions, d'un point de vue environnemental, que faites-vous? Alors, en tant que citoyen, j'espère être le plus, on va dire, respectueux de la nature, de l'environnement. Mais je pense que ce n'est pas trop la question que vous me posiez, c'est en tant qu'élu. Dans toute la matinée qu'on a pu passer ensemble, vous avez vu un certain nombre d'actions qui vont quand même un peu toutes dans le même sens. C'est-à-dire la préservation de la planète. Comme on dit, on n'a qu'une seule planète, on n'a pas de planète B, on n'a qu'une seule Bretagne, on n'a pas une Bretagne de rechange, et notre territoire, voilà, il est unique. Le territoire breton, notre territoire sur lequel nous on habite, on prend plaisir à habiter, on n'a pas de plan B. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon là celui-ci est fini, on change, on en prend un autre. Non, ça c'est pas possible. Donc ça veut dire que dans toutes les politiques publiques, dans tout ce qu'on fait au quotidien, tous les jours, on doit avoir en tête cette préservation de la planète, de notre environnement, parce qu'on n'a pas de solution de rechange. Ça veut dire que par exemple sur les transports, on a favorisé les mobilités, j'ai présenté ce que l'on faisait notamment sur les bus. Ces bus-là, dans quelques semaines, quelques mois, ils vont passer d'une énergie fossile, carburant, voilà, du diesel, ils vont basculer vers le GNV, gaz naturel véhicule. Donc ça veut dire que c'est une énergie qui va déjà être décarbonée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Sur toutes les politiques publiques, on a parlé des questions d'énergie. Comment est-ce qu'on se passe de l'énergie fossile, du gaz, du pétrole, pour le remplacer par des énergies renouvelables produites localement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait pour les questions environnementales. Lorsque j'ai évoqué les sujets d'eau, les sujets d'assainissement, ça aussi, c'est quelque chose qui agit pour la préservation de la planète. Lorsque on préserve la ressource en eau, ben écoutez, on travaille pour la planète. Lorsque l'on préserve la qualité de l'eau, que ce soit l'eau potable ou la qualité de nos rivières, de nos plans d'eau, ça aussi c'est quelque chose qui est important pour la planète, pour nous qui y vivons, pour aussi les animaux, pour la faune, pour la flore. Donc je crois que Dinan Agglomération, c'est une collectivité qui, on va dire, sur chacune de ses compétences, elle agit pour la préservation de la planète, pour la préservation de notre environnement. Il y a sans doute des choses à améliorer, vous avez peut-être d'ailleurs des idées ou des reproches éventuellement à nous faire, mais en tout cas c'est notre fil conducteur, c'est le fil rouge de notre action, d'être sur un territoire qui vit en transition. Et en transition, ça ne veut plus dire un territoire figé, ça ne veut pas dire on n'accueille plus personne, on n'accueille plus d'activité économique, on ne respire plus, on ne bouge plus. C'est on continue de vivre, je pense que c'est important, on continue de vivre, on continue de prendre plaisir sur ce territoire de Dinan Agglomération, parce que j'espère qu'en tout cas vous êtes à la fois heureux d'y vivre et fiers aussi d'y vivre, mais par contre dans nos modes de vie, dans notre façon de nous déplacer, dans notre façon éventuellement de faire la fête, dans notre façon de consommer, on se doit de changer des choses. Et Dinan Agglomération, on est là pour accompagner tous ces changements. Merci le Président, donc merci Monsieur le Président pour cet échange enrichissant. Merci d'avoir accordé ce temps de parole aux lycéens de la Fontaine des Eaux. Chers lycéens, je vous invite à applaudir et à remercier Monsieur le Président. Juste avant, pour vous laisser peut-être dire un dernier mot de fin, je vais inviter les secondes AEPA qui ont un impératif national à se diriger vers la porte avec votre enseignant. Les secondes AEPA. Madame Frottin vous attend devant la porte. Les premières et terminales, vous restez assis.
Juste, je vous invite à le faire dans le plus grand silence possible. Monsieur le Président, l'Assemblée a vous pour ce dernier mot. Bah écoutez, merci. Matinée pour moi très enrichissante parce qu'effectivement la façon dont vous posez les questions, les sujets qui vous intéressent sont parfois pas déconnectés, mais voilà, ça nous ramène aussi les pieds sur terre sur les sujets qu'on peut traiter. Vous avez un regard et un angle de vue qui est assez différent. J'ai bien vu que les questions environnementales vous semblaient particulièrement importantes. Je trouve que c'est plutôt un bon signe que les nouvelles générations soient, on va dire, attentives et concernées, se sentent concernées par ces sujets. Moi, j'ai passé vraiment une bonne matinée, un bon début de matinée. Voilà, je vais voguer vers d'autres obligations. J'ai une réunion avec le ministre de l'Agriculture dans le Morbihan là, dans ce midi. Donc, on va parler d'autres sujets. On va parler de bocage, on va parler de forêt et d'agroforesterie. Donc, on va rester dans une thématique environnementale. Et le ministre vient parler, vient annoncer son plan, le plan arbre à l'échelle nationale, donc il vient l'annoncer ici en Bretagne, signe que la Bretagne, finalement, c'est aussi, ça peut servir d'exemple aussi au niveau national sur les questions agricoles, sur les questions de bocage. Et donc je vais continuer ma journée ainsi, en ayant bien en tête tout ce que l'on s'est dit ce matin, et vous dire ma totale disponibilité pour venir dans ce format-là ou dans d'autres formats, devant des groupes peut-être plus réduits sur des classes, pour travailler avec vous sur un ou plusieurs sujets qui vous intéressent, parce que je considère que dans mes fonctions d'élu, je m'adresse bien entendu à mes collègues maires, je m'adresse bien entendu aux citoyennes et aux citoyens qui votent sur le territoire, mais je m'adresse aussi à toute la population. Donc pour moi, c'était un moment très important de ma matinée, de ma semaine. Et moi, je vous remercie. J'espère que vous avez pris plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop techno. Que je n'ai pas utilisé des sigles, des mots que vous ne maîtrisez pas, non pas parce que vous ne les comprenez pas, mais tout simplement parce que des fois, on a du jargon. Voilà, on utilise, comme vous tout à l'heure, pour la présentation de votre bac pro, je n'avais pas bien saisi. Mais voilà, c'était important pour moi, et puis j'espère que vous avez pris du plaisir. Et je vous souhaite une bonne année scolaire, voilà, quand même.